Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire organisé par les pôles ID for Mobility et SDE2, intitulé Les nouvelles générations de batteries. Donc avec Guillaume, on est aussi ravi d'accueillir nos quatre intervenants qui vont vous présenter les dernières nouveautés dans ce domaine. Euh, voilà le sommaire de notre réunion qui va durer 1 heure et demie et qui est enregistré. On va vous parler un peu du contexte et du pourquoi on a voulu organiser ce webinaire très succinctement, et puis on va aussi en profiter pour se présenter, Guillaume et moi, notre offre et ce qu'on peut faire au sein des pôles. Et on va rentrer tout de suite dans le cœur de notre webinaire, qui est l'état de l'art des nouvelles générations de batteries et des enjeux industriels associés. Voilà. On aura une petite session de questions-réponses à la fin, si le temps nous le permet, parce que le programme est dense. Voilà. Donc, le contexte du pourquoi on a voulu faire ce webinaire, hein, vous le savez tous, hein, le marché et la demande des batteries augmentent fortement, et c'est dû à un enjeu fort environnemental, hein, qu'on souhaite et que le gouvernement souhaite décarboner l'industrie de la mobilité. Et ça passe, et ce marché est fortement tiré par l'électrification des mobilités. Et donc, du coup, c'est un enjeu fort pour l'Europe et la France. Cet enjeu environnemental, il y a des enjeux économiques qui sont forts aussi pour les constructeurs et les acteurs de ce domaine-là, étant donné que les batteries représentent une part importante, hein, de la valeur ajoutée des véhicules, et ce qui impose aux constructeurs de mener des recherches intenses dans le domaine. Et puis enfin, pour la France et pour l'Union européenne, il y a des enjeux de souveraineté qui sont forts et importants, étant donné que ces batteries, elles sont essentiellement fabriquées à l'étranger, ce qui nous soumet à une contrainte de fournisseurs. Voilà. Ce qui vient aussi nous dire, il y a pas mal d'initiatives qui sont déjà déployées, hein, au niveau français, des plans stratégiques qui sont menés, il y a des gigafactories qui sont en cours de montage dans le nord de la France, donc il y a pas mal de choses qui sont faites. Alors ça, c'est un peu l'actualité, mais nous, l'objectif de ce webinaire, c'est un peu de parler de l'avenir, hein, des nouvelles générations qui vont prendre la suite dans les années à venir. Et là, on va travailler sur l'autonomie des batteries, sur la durabilité des batteries, leur fiabilité, mais aussi on va travailler sur leur éco-conception ou éco-compatibilité. C'est des enjeux très importants pour ces futures batteries. Et puis notamment aussi des matières premières qui sont aussi en lien avec tous ces enjeux de souveraineté. Et dans ce domaine-là, de recherche et développement, l'État est présent, notamment via France 2030, investit beaucoup d'argent auprès de projets de recherche, mais aussi auprès des entreprises. Et c'est un peu l'objet de ce webinaire, c'est de vous faire un petit peu un premier panorama de ce qui existe en termes de recherche et développement sur le sujet des nouvelles générations de batteries. Voilà le pourquoi on a voulu vous présenter ce webinaire. En quelques mots, on va présenter maintenant les pôles qui organisent ce webinaire. Donc moi, je suis Pierre Servel, je travaille au pôle ID for Mobility. Nous, on travaille essentiellement sur des mobilités terrestres dans le Grand Ouest. Donc on adresse nos membres sur 3 régions, Bretagne, Pays de Loire et Nouvelle-Aquitaine. On représente à peu près 400 membres. Et on va s'adresser sur tous les champs de la mobilité, hein, de l'industrie aux fabricants de véhicules, mais aussi tout ce qui est infrastructure et services de mobilité. Donc, on couvre vraiment tous les champs de la mobilité. Et pour accompagner nos membres, on va les aider à développer leur réseau, les aider à monter des projets d'innovation, mais aussi les accompagner en être en appui sur tout ce qui est projet d'industrialisation. Voilà. En quelques mots, ce qu'on fait au sein du pôle. Alors, j'ai une petite slide qui représente les différents membres. Guillaume, si tu peux juste la passer. Voilà, comme ça. Alors, celle-ci, non, pas celle-ci. Ça, c'est nos slides, c'est l'équipe innovation. Voilà, donc voilà un petit panorama des membres du pôle. Ça vous donne une idée de qui est membre chez nous et avec qui on a l'habitude de travailler. Donc, voilà, ce qui représente un peu les forces vives du pôle ID for Mobility. Et maintenant, je vais passer la parole à Guillaume, hein, qui est le co-organisateur de ce webinaire et qui va présenter son pôle. Voilà, Guillaume, à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, nous, on est le pôle S22 et le pôle de la gestion de l'énergie de l'ouest de la France, donc basé Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine. Alors, on est un peu le pendant d'Idefort Mobility. Eux, ils sont axés mobility. Nous, on est vraiment énergie. Donc, effectivement, on se recroise sur la partie énergie pour la mobilité, d'où nos actions communes, notamment l'organisation de ce webinaire. Notre rôle, voilà, comme les autres pôles, c'est de mettre en lien les acteurs industriels et de la recherche pour notamment faire des projets collaboratifs ensemble et adresser des guichets de financement, mais aussi voilà, faire du réseau, se connaître
et tenir informé sur les actualités, les nouvelles technologies notamment. Donc nous, on est positionné sur toute la chaîne de valeur de la gestion de l'énergie, depuis la production d'énergie jusqu'aux usages, en passant par le transport-distribution, et on voit que les batteries ont un rôle prépondérant tout au long de cette chaîne-là. Voilà, notamment dans les usages, on adresse tout ce qui est véhicules électriques, mobilité de demain. Voilà, on était particulièrement intéressé du coup par ce webinaire et pour faire intervenir les acteurs d'aujourd'hui, puisqu'on a pris connaissance du PEPR, donc Programme d'équipement prioritaire de recherche 2023, qui vise à soutenir l'innovation pour développer les futures générations de batteries, et dont voilà Thierry Brousse interviendra en premier aujourd'hui, euh, et, euh, et donc en représentant, parce qu'il pilote le projet HIPPO-IBAT, qui est donc dans le cadre de ce PEPR, et que je remercie de nous avoir mis en lien également avec Monsieur Morcret et Monsieur Simonin, qui sont également chercheurs donc au CEA et à l'Université de Picardie, et également prenant part à ce PEPR. Donc, et chacun sur leur spécialité. Donc, on abordera les batteries de puissance, les batteries tout solides et les batteries sodium-ion. Comme ce webinaire vise aussi à faire le lien avec l'industrie et que les batteries de demain, c'est aussi ces nouvelles générations, mais également l'amélioration des batteries existantes pour des batteries toujours plus sécurisées et plus fiables. Voilà, c'est le travail notamment de 161 avec Jean-François Cousseau qui interviendra sur du coup l'amélioration des batteries LFP et NMC. Désolé pour la. Je passe donc la parole tout de suite à Thierry Brousse et il propose de partager son écran pour aborder le volet batterie de puissance. Merci Guillaume. Alors, hop, on va venir directement là-dessus. Normalement, vous voyez mon écran et on va aller chercher un petit pointeur. Donc, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Thierry Brousse, donc je suis professeur à Nantes Université. Pourquoi il ne s'est pas mis sur le début? Voilà. Et donc, je vais vous parler de la partie batterie de puissance. Alors, les transparences sont en anglais. Je vais faire les commentaires en français. Tout d'abord, la problématique des dispositifs de puissance. Dans quelles applications on peut les trouver? Alors, j'ai mis ici quelques images des entreprises, des grandes entreprises qui sont en région et qui développent finalement leur système de production en allant vers les factories 4.0, 5.0, avec de plus en plus finalement d'automatisation à l'intérieur des usines. Alors là, les quelques applications que je vais vous montrer en introduction, finalement, elles sont issues d'un certain nombre d'interviews que j'ai pu mener avec des fabricants de batteries de puissance ou de lithium-ion capacitor plus exactement, que ce soit au Japon ou en Europe et aux États-Unis. Donc, ces AGV, Automated Guided Vehicles, qui sont des petits robots de manutention, en fait, ils ont besoin de 20 à 40 Wh par kilo et pas par gramme, comme c'est écrit. Et ils ont surtout besoin d'avoir une grande cyclabilité, c'est-à-dire de pouvoir être chargé ou de déchargé pendant 50 000 ou 100 000 fois. Donc, les deux solutions, finalement, les deux fonctions de ce système-là, c'est d'aller chercher des pièces dans l'usine, de les rapporter sur la chaîne de prod, et bien sûr, à un moment donné, il faut qu'ils se rechargent. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'on a besoin d'une ou deux flottes de ces AGV? Bah, si on utilise des batteries classiques, que ce soit des batteries au plomb ou même du lithium-ion, finalement, il faut avoir deux flottes parce qu'il y a une flotte qui va travailler pendant que l'autre va se recharger. Et bien sûr, ça serait beaucoup plus simple d'avoir une seule flotte qui puisse faire les deux. Et tout ça, ça nécessiterait d'avoir des charges rapides de 1 à 5 minutes. Et finalement, c'est quelque chose qui est bien adressé par ce que je vais vous appeler plus tard des LIC, lithium-ion capacitor.
qui ont finalement la densité d'énergie requise et qui sont susceptibles de se charger très rapidement. Et puis qui ont une cyclabilité accrue par rapport à des batteries classiques. On va trouver d'autres utilisations. Ça, c'est un exemple que j'ai pris sur le site de Skeleton. Skeleton, c'est une société qui est en Estonie, en Allemagne, qui fabrique des supercondensateurs, qui développe aussi des systèmes hybrides. Et donc, dans les éoliennes, là, on a un problème sur la partie pitch control, qui est finalement l'orientation des pales d'éoliennes et éventuellement leur mise en sécurité quand il y a du vent fort ou des conditions difficiles. Et ce pitch control, au final, il est alimenté par une batterie au plomb. Bien qu'actuellement, il y a des remplacements qui s'opèrent avec d'autres types de batteries, mais la batterie au plomb, elle est susceptible de tomber en rade du jour au lendemain, et puis ce qui pourrait avoir effectivement des conséquences assez dramatiques sur l'éolienne. Et donc, il y a également une maintenance préventive qui est relativement importante, et Skeleton a apporté une solution avec un module de supercondensateur. Alors, vous voyez ici, alors, la problématique actuelle, c'est que c'est beaucoup plus volumineux qu'une batterie au plomb. Donc, ça répond bien au cahier des charges en termes de densité d'énergie, en termes de densité de puissance, en termes de cyclabilité. Des supercondensateurs, ça fait 1 million de cycles de charge-décharge. Finalement, si on veut réduire ce volume-là, il faudrait avoir une batterie de puissance pour remplacer la batterie au plomb et mettre à la place du module de supercondensateur, ça aurait à peu près le volume de la batterie au plomb au final. D'autres applications en couplage avec, par exemple, des engins de levage, manutention, avec des piles à combustible, des batteries de puissance seraient intéressantes, surtout si elles ont une cyclabilité accrue. Donc, comment on passe finalement d'un système qui est un supercondensateur qui fait à peu près 7 Wh par kilo, 38 kWh, à un système qui est une batterie qui fait 180 Wh par kilo et 660 watts par kilo. C'est des données que j'ai prises sur les sites là, des fabricants qui font des produits relativement intéressants. Il y a une grosse différence sur la partie supercondensateur. On va avoir, en gros, c'est fait pour se charger ou se décharger entre 0,1 seconde et 100 secondes. Et on charge aussi vite que ce que l'on décharge, l'énergie qui est stockée, alors que la batterie, vous savez comme moi que batterie lithium-ion, il va falloir un peu plus de temps pour la charger. Alors on peut la décharger plus vite, mais il faut quand même, on est confronté au problème du temps de charge. OK, donc sur ces systèmes lithium-ion, je vais commencer par eux. On va trouver des électrodes à l'intérieur, électrodes de graphite sur la partie électrode négative, des oxydes de nickel, manganèse, cobalt, lithier sur la partie positive. Alors, on ne les utilise pas tout seuls, ils sont intégrés dans des électrodes avec du noir de carbone qui apporte une conductivité électronique et puis un liant polymérique qui va permettre d'avoir une tenue mécanique. En gros, dans une batterie telle que celle que vous voyez ici, vous avez entre 35 et 40% en masse des matériaux actifs. Alors bien sûr, ça veut dire que le complément, c'est de la masse morte. Alors cette masse morte, elle vient d'où? Elle ne sert pas à stocker finalement de l'énergie, ce sont les électrodes, graphite et NMC. NMC, c'est l'acronyme de lithium, nickel, manganèse, cobalt, oxyde. Finalement, il n'y a que 40% de la masse de la batterie qui va stocker de l'énergie. Donc, d'où vient cette masse complémentaire? Elle vient notamment des collecteurs de courant qui supportent finalement les électrodes, donc aluminium et cuivre. Elle vient de l'électrolyte, de la solution électrolytique que l'on va mettre et qui va venir imprégner le séparateur. Le séparateur, c'est aussi de la masse morte. Et puis, on a bien sûr le casing et les contacts externes qui apportent une masse à la cellule
Et une masse qui n'est pas utile pour stocker les charges. Elle est utile pour plein d'autres choses, mais pas pour stocker les charges. Et donc, quand on fait le bilan, hein, finalement, donc j'ai extrait ça d'une publication, mais il y en a pas mal sur le sujet. Quand on fait le bilan de la masse d'anode plus cathode, vous voyez ici, on a 32% à peu près, alors que tout le reste représente 68% de masse non active, on va dire. Voilà. Donc, on peut fabriquer effectivement des batteries de puissance à partir d'une batterie lithium-ion classique. Pour ça, il y a deux choses à faire. La première, c'est de réduire l'épaisseur des électrodes. Alors, au lieu d'avoir une épaisseur de 150 microns, on va diminuer à 50 microns. Comme ça, on va avoir des électrodes qui permettent d'avoir une diffusion plus rapide des ions lithium à l'intérieur. Et puis, on va également diminuer, comme on diminue l'épaisseur, on diminue la résistance de contact entre l'électrode et le collecteur de courant. Donc, si on fait ça, ça veut dire que la masse, en gros, de collecteur de courant va être plus importante que dans une batterie lithium-ion classique par rapport à la masse de matériaux actifs. Et donc, on va encore diminuer le facteur de cellules qui sera plus de 35 à 40%, qui va être de 10 à 20%. Ça veut dire qu'on va diminuer la densité d'énergie. Vous voyez, j'ai marqué ici pour mémoire, hein, on va diminuer de 180 jusqu'à 50 Wh par kilo. Mais par contre, on va augmenter de façon drastique la densité de puissance jusqu'à 4 kW par kilo. Par contre, ça ne va pas changer grand-chose sur la cyclabilité. On va toujours avoir des cyclabilités qui vont être limitées à quelques milliers de cycles de charge-décharge. Alors, on peut faire d'autres choses pour augmenter la densité de puissance de ces systèmes au détriment toujours de la densité d'énergie. Si vous augmentez le pourcentage de noir de carbone que vous mettez dans chacune des électrodes, vous allez avoir une conductivité électronique qui est accrue. Mais ce que vous mettez en noir de carbone en plus, c'est ce que vous mettez en moins en matériaux actifs. Donc, on va stocker effectivement moins d'énergie. Et puis, on peut changer aussi les matériaux d'électrode. Il y a un matériau qui est bien connu pour les batteries de puissance, qui est LiCa TI5O12, avec des avantages, mais aussi certains inconvénients. Ça réduit la tension de la cellule finale. Donc voilà, ça c'est pour la partie batterie. Donc, on peut faire des batteries de puissance à partir de batteries classiques en sacrifiant un certain nombre de choses. On peut aussi partir de supercondensateurs et puis essayer d'augmenter leur densité d'énergie, c'est-à-dire d'avoir l'approche un peu inverse. Alors juste pour mémoire, parce que les supercondensateurs ne sont pas forcément des systèmes très connus, en fait c'est un principe qui est extrêmement simple. Vous avez deux électrodes de carbone activées, de charbon actif, qui sont intégrées dans une cellule et qui sont séparées par une membrane imprégnée d'un électrolyte. Et le principe de base, c'est que ce charbon actif, eh ben, pour donner un exemple, vous prenez 5 grammes de ce charbon actif. Si on arrivait à développer toute la surface qui est à l'intérieur, on aurait la surface du stade de la Beaujoire pour ceux qui connaissent Nantes. Donc voilà, on a une très grande surface spécifique sur chacune des électrodes et finalement, quand on va charger le dispositif avec un système extérieur, on va accumuler les charges électriques dans les électrodes de carbone, donc les électrons et puis les charges positives de l'autre côté. Donc, chacune des électrodes est chargée positivement ou négativement. Et bien sûr, on va attirer, quand on fait ça, les ions de charge opposée, c'est-à-dire que l'électrode qui est chargée ici négativement va attirer les cations de l'électrolyte. Et l'électrode qui est chargée positivement va attirer les anions. Ça s'appelle ici, à l'interface, la double couche électrochimique, d'où le nom de Electrochemical Double Layer Capacitor. Donc EDLC, le mot supercapacitor, c'est en fait comme Frigidaire, hein, c'est une marque commerciale et puis c'est rentré dans le langage courant. Normalement, il faudrait appeler ça des EDLC.
Voilà, donc, et quand on a besoin effectivement de l'énergie qui est stockée, ben, finalement, on vient connecter le dispositif et les ions retournent dans l'électrolyte pour assurer l'électroneutralité. L'intérêt de ce système-là, c'est que ce sont des réactions de surface, donc ça peut s'apparenter à du stockage électrostatique de charge, donc c'est des réactions de surface qui sont extrêmement rapides, d'où la densité de puissance. C'est des réactions de surface, les électrons ne sont pas abîmés lors des cycles de charge-décharge. On a un inconvénient qui est que, comme ce sont des réactions de surface, eh ben, il y a peu de charges qui sont stockées comparativement à une électrode de batterie. L'autre, par contre, avantage, c'est que ces systèmes-là, ils peuvent être aussi facilement chargés que déchargés dans les mêmes constantes de temps avec finalement les valeurs que je vous donne ici en densité d'énergie et densité de puissance. Et on a des temps de charge ou de décharge qui peuvent descendre jusqu'à une centaine de millisecondes. Derrière, comme on n'endommage pas les électrodes, ça fait 1 million de cycles de charge-décharge. Voilà, la signature quand même électrique, hein, vous voyez ici la tension de cellule, la signature de charge-décharge au courant constant, eh ben, elle n'est pas plate comme pour une batterie, ce qui veut dire que vous avez besoin d'électronique pour convertir le profil de tension dans un profil qui puisse alimenter quelque chose. L'électrode de graphite dans ma batterie lithium-ion, elle a un certain nombre d'inconvénients. C'est des réactions qui se font dans le volume, donc des réactions lentes. Chaque fois qu'on rentre et qu'on sort du lithium, on abîme un petit peu l'électrode. Et puis, par contre, comme ça se fait dans le volume, ben, on stocke plein de charges. Donc, on a un certain nombre ici de caractéristiques en termes d'énergie qui sont intéressantes. Mais on est limité à 500 à 2000 cycles de charge-décharge. Voilà, donc l'idée des lithium-ion capacitors, c'est de combiner le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va prendre une électrode négative qui sera une électrode de batterie, une électrode positive qui sera une électrode de supercondensateur. L'électrolyte, ça sera l'électrolyte standard de ma batterie lithium-ion. On va augmenter la tension de cellule par rapport à un supercondensateur. On va également augmenter la capacité du supercondensateur grâce à l'électrode de graphite. Et ça veut dire qu'on va réussir à augmenter la densité d'énergie comparée à des supercondensateurs classiques. Par contre, ça va se faire au détriment de la densité de puissance, puisqu'on va utiliser une électrode de batterie en négative, et ça va se faire au détriment de la cyclabilité parce que, toujours pareil, on va utiliser une électrode de batterie. Donc voilà la conception d'un lithium-ion capacitor. Hein, c'est exactement ce qui est représenté ici. Alors, voilà, pour comparer, ici, vous avez un supercondensateur classique hein, avec la tension de cellule. On varie entre 0 et 3 volts. La tension moyenne, c'est 1,5 volts. Et si je vais maintenant avec une électrode positive de carbone activé, une électrode négative de graphite, eh bien, j'ai ce profil-là qui reste à peu près le même, mais à une tension beaucoup plus élevée. La tension moyenne, ça va être 3,3 volts. Comme l'énergie est proportionnelle à la capacité, mais aussi à la tension au carré, tension maximum au carré, c'est comme ça que j'arrive à augmenter la densité d'énergie de mes systèmes supercondensateurs en construisant ces lithium-ion capacitors. Voilà, alors il y a des produits qui existent hein, commercialement. Ça, c'est l'Ultimo qui est un bon produit du marché. Vous voyez qu'on ne peut pas descendre à 0 volts, contrairement au supercondensateur. On est entre 2,2 volts minimum et 3,8 volts, ce qui est relativement important maximum. Et ça fait du 13 Wh par kilo. Un inconvénient, et je pourrais répondre aux questions là-dessus, c'est qu'il faut prélithier l'électrode de graphite. Ça, c'est une opération qui est faite industriellement, mais au préalable, c'est-à-dire avant d'assembler complètement le système et de le vendre, on est obligé de faire cette opération de prélithiation qui se fait avec une feuille de lithium sacrificielle, ce qui représente un coût additionnel et potentiellement du danger. Ici, j'ai tracé là, avec l'aide de David Braun de la filiale capacité des supercondensateurs du commerce avec leur
leurs caractéristiques, et vous voyez que en rond-plein ici, j'ai des lithium-ion capacitors. Alors, on augmente la densité d'énergie, hein, qui est marquée ici. On peut l'augmenter. Le meilleur que j'ai trouvé, c'est 22 Wh par kilo. Et ça se fait au détriment de la densité de puissance, puisque on n'est plus que à 4 kW/kg. Voilà. Alors nous, on est impliqué avec donc Loïc et Mathieu dans le PEPR batterie, et je suis le porteur d'un projet ciblé qui s'appelle HypoHyBat, pour High Power Hybrid Battery, dans lequel on s'est fixé pour objectif d'amener ces systèmes-là à 50 Wh par kilo avec du 3 kW/kg, ce qui veut dire une charge ou une décharge en 1 minute et 50 000 cycles de charge-décharge minimum. Donc ça va se passer en changeant, en modifiant les matériaux d'électrode, et puis en modifiant également certains composants, les collecteurs de courant ou l'électrolyte, à l'intérieur de nos dispositifs. Mais c'est de la recherche, effectivement, plus fondamentale, plus amont, qui va permettre de faire ça. Voilà, alors quelques conclusions sur ces dispositifs de stockage d'énergie à forte puissance. Ils existent déjà. On a des batteries de puissance qui sont limitées en puissance, notamment quand on parle de charge. Voilà. Et bien sûr, la problématique de la cyclabilité qui reste un problème pour les batteries. Les lithium-ion capacitors, ils existent. Ce sont des produits commerciaux qui commencent à trouver un certain nombre de débouchés. La cyclabilité, elle est généralement au-delà de 50 000 cycles de charge-décharge. Il reste des progrès à faire sur la densité d'énergie. La densité de puissance, finalement, on arrive à avoir quelque chose qui soit pas mal, et on charge aussi vite qu'on décharge. Il reste un petit peu onéreux, notamment avec cette étape de pré-lithiation qui plombe un peu le coût de production. Il y a d'autres dispositifs qui existent. Des systèmes hybrides en milieu aqueux, hein, c'est le principe des lithium-ion capacitors, mais c'est un peu l'ancêtre des lithium-ion capacitors. Vous aurez du mal à en acheter parce que les sociétés qui les fabriquent sont en Ukraine ou en Russie, et il y a quand même une société aux États-Unis qui, me semble-t-il, a été rachetée par Saft. Ces systèmes sont intéressants, on monte jusqu'à 35 Wh par kilo, mais ils ont une cyclabilité un peu limitée. Et puis, il y a des systèmes qui sont développés, qui sont ce qu'on appelle de l'hybridation interne. Vous prenez une batterie lithium-ion, et dans chacune des électrodes, vous ajoutez du carbone activé, qui est le matériau d'électrode du supercondensateur. Donc, en fait, ça permet d'absorber des pics de puissance tout en gardant une densité d'énergie raisonnable. Il y a un produit qui devrait être commercialisé sous peu. Voilà. Il y a des systèmes alternatifs qui sont en développement, hein, les sodium-ion capacitors par exemple, mais je pense qu'actuellement, il n'y a pas un industriel qui souhaite utiliser une feuille de sodium pour faire la présodiation de ces systèmes-là. Contrairement au lithium-ion, où le lithium, le lithium-ion capacitor, le lithium métallique est relativement safe par rapport à du sodium. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. Donc, effectivement, on remercie avec mes collègues l'ANR et le programme France 2030 pour financer ce projet de recherche qui démarre, hein. Et bien sûr, si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre à la fin des présentations. Et puis, vous pouvez m'interroger par mail ou téléphone si vous le souhaitez. Voilà. Parfait, merci Thierry pour cette présentation. Effectivement, j'indiquais que les questions seront posées en fin de webinaire, puisqu'on va devoir enchaîner. Certains intervenants ont des impératifs et vont devoir nous quitter plus tôt. Donc voilà, si vous avez des questions qui leur seront adressées, on leur transférera bien entendu ces questions. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Morcret pour la partie batterie tout solide. Je vais lui demander de bien vouloir partager son écran. Que ça fonctionne. Tout à fait. OK. Eh bien, bonjour à tous. Donc, j'ai la lourde tâche de vous parler des batteries tout solides et de l'état de l'art et des perspectives. Donc, j'essaie de tenir ça en un petit quart d'heure. Donc, Mathieu Morcret, directeur de recherche au CNRS, et je suis localisé à Amiens. Donc, comme Thierry et Loïc, hein, on fait partie d'un réseau qui s'appelle RS2E, qui est un réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie qui rassemble la recherche, des industriels qui nous soutiennent,
probablement qu'il y en a il y en a dans la salle, et puis les centres de transfert. Et puis nous, on est à Amiens, on a un labo qui ont une centaine de personnes qui travaillent dans les batteries. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les batteries tout solides, et on va peut-être faire un petit peu de sémantique pour commencer, hein. Donc, on classe les batteries en différentes générations. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et avec aujourd'hui, finalement, on est dans les générations 3 où on couple des composés riches en nickel qu'on appelle de type NMC avec soit du graphite, soit un mélange graphite-silicium pour obtenir des densités d'énergie autour de 300 Wh par kilo. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, c'est de discuter de cette génération 4, qui sont des batteries qui sont les batteries tout solides. Et peut-être deux points importants, hein, c'est on remplace l'électrode négative de graphite par soit du lithium métal, soit des composites très riches en silicium, donc qui permet de fortement augmenter la densité d'énergie. Et puis tout solide, ça veut dire que en fait on remplace le liquide qui assure la conduction ionique à l'intérieur de la cellule par un électrolyte solide qui peut être soit polymère, soit inorganique, soit, alors là, du coup, après, soit éventuellement hybride, mais alors du coup, hybride veut dire avec un peu de liquide. Et là, du coup, la terminologie tout solide avec du liquide, je vous laisse apprécier la subtilité. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que moins il y a de liquide, plus les batteries seront sécuritaires, on va dire, hein, moins elles vont s'enflammer. Et donc, c'est aussi un axe très important de ces batteries solides, c'est l'aspect sécurité de ces systèmes. Alors, plus on va sur la droite, plus finalement le niveau de maturité de ces cellules diminue. Et alors la question est de savoir quand est-ce que le tout solide viendra sur le marché. Donc je disais, hein, les batteries tout solides se classent en enfin on a différents types de matériaux, hein. Donc on a les polymères qui sont très connus dans la région nantaise, enfin dans la région Bretagne, puisque il y a Blue Solution est là, donc c'est stable vis-à-vis du lithium métal, c'est flexible. Néanmoins, on peut pas monter à des tensions très très élevées, hein. Donc ça c'est important. Et puis ensuite on a les sulfures qui sont très très bons conducteurs, hein, à température ambiante, ils sont aussi bons que les électrolytes liquides. Néanmoins, ces sulfures peuvent dégager de l'H2S, ils ont des stabilités électrochimiques qui peuvent être limitées. On a on appelle les halides, donc des chlorures, qui sont aussi des composés alternatifs très intéressants. Et puis on a la famille des oxydes, alors qui sont beaucoup plus stables chimiquement. En revanche, à intégrer, à construire des batteries tout solides avec ça, c'est beaucoup plus difficile parce ils sont très rigides et ils ont des conductivités ioniques plus faibles. Alors, si on compare, alors, si on met tous ces électrolytes solides dans le même panier, hein, si on veut mettre des chiffres, hein, la génération 0, en fait, qui était la génération qui utilisait du lithium métal, elle a jamais vu le jour pour des causes de sécurité. Et en fait, c'est ça, hein, l'utilisation d'un électrode solide permet d'utiliser des électrodes négatives à base de lithium métal, et on espère aller jusqu'à des densités d'énergie entre 400 et 500 Wh par kilo. Juste pour vous dire, hein, que ces batteries solides sont dans toutes les roadmaps, alors du coup japonaises et européennes, hein, et on les voit quelque part arriver entre 2025 et 2030. Alors moi, j'ai pas une boule de cristal, hein, donc je sais pas dire quand est-ce que ça va arriver. Mais si on les envisage pour 2030, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de verrous qui sont pas complètement encore levés. Un peu d'histoire. Alors non, je vais passer vite, hein, mais en gros, ce qui est important de dire, c'est que ces batteries tout solides, elles sont arrivées, alors à part la partie polymère, hein, qui a été inventée il y a
il y a longtemps, en particulier par Michel Armand, hein, mais toute la partie inorganique, hein, elle est apparue dans les années 2011 avec les travaux de Cano, mais, je reviendrai après, avec la découverte de nouveaux conducteurs ioniques. Peut-être aussi un point important, hein, c'est de dire que finalement, il y a beaucoup d'annonces, d'effets d'annonce sur l'arrivée des batteries tout solides, avec des grands noms, hein, Ford, BMW, Toyota, alors j'en ai d'autres, hein, ACC et Prologium qui s'accélèrent, Stellantis, voilà. Et la question, c'est est-ce que ce sont des effets d'annonce ou est-ce qu'il y a une réalité derrière? Alors, non seulement il y a des effets d'annonce, mais il y a aussi un certain nombre d'acteurs dans le monde. Hein, enfin, je veux dire, il y a vraiment toute une activité industrielle autour de ces batteries tout solides. Hein. On voit aussi même des fabricants de matériaux, Solvay, Arkema, Willion, enfin voilà. Donc, l'activité scientifique et de recherche et de développement sur les batteries tout solides est impressionnante aujourd'hui. Alors, pourquoi? Alors, j'ai voulu l'aborder tout à l'heure, mais peut-être mal. Hein. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, dans les années 2000, hein, on commence à avoir des solides qui conduisent aussi bien que des électrolytes liquides. Ce que je disais tout à l'heure, hein, les travaux de Cano. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation de conductivité ionique dans la batterie qui sera assemblée grâce en remplaçant le liquide par du solide. Alors, néanmoins, ce qu'on peut dire, hein, c'est que donc là, c'est le schéma. Vous avez le schéma d'une batterie de solide. Donc, on a le lithium métal, on a donc la couche. Je sais pas, on voit pas peut-être pas mon pointeur laser, voilà. La couche de conducteur ionique et puis une électrode composite composée du conducteur ionique solide, de la matière active et du carbone. Hein. On retrouve le même schéma qu'a présenté Thierry tout à l'heure. Mais en fait, il y a deux points. Hein, c'est qu'il faut faire dans cette composite, par exemple, des contacts solides-solides. Donc, vous imaginez bien qu'on n'a pas du tout les mêmes propriétés que le liquide qui va facilement mouiller la surface des particules de matière active et du coup parfaitement enrober et permettre le transport du lithium. L'autre point aussi très important, hein, c'est que il faut contrôler l'interface entre le conducteur ionique et le lithium métal et ça c'est aussi un point qui est hyper difficile à assurer. Voilà. Entre les deux, on a le conducteur ionique qui peut être sulfure, oxyde ou... quelques challenges, quelques difficultés. Alors, ces conducteurs ioniques sont relativement peu stables électrochimiquement. Ils conduisent très bien, mais tous ont quand même quelques défauts par rapport à l'oxydation ou la réduction. Donc, il faut contrôler la décomposition électrochimique de ces conducteurs ioniques à l'électrode positive. À l'électrode négative, malheureusement, bien qu'il soit très dur, en fait, quand on utilise du lithium métal, en fait, on voit apparaître des dendrites à travers du séparateur. Alors, on pourrait discuter de pourquoi ces dendrites apparaissent. C'est assez compliqué à expliquer, mais néanmoins, pour tous ceux qui savent, qui fabriquent des batteries tout solides, hein, on a cette problématique. Enfin, on utilise des électrodes négatives qui ont des changements de volume très importants, et même l'électrode positive, hein, vous imaginez, a des changements de volume, et ces changements de volume sont difficilement absorbés par le solide. Et donc, on a l'apparition de fractures, soit dans le séparateur, soit dans l'électrode composite. Enfin, une dernière difficulté, alors je dresse un panneau très noir, mais ça ne veut pas dire que j'y crois pas, hein, c'est juste parce que, pour juste expliquer qu'il faut faire de la recherche et du développement dans le domaine, hein, c'est que le procédé de fabrication de ces batteries de sous-solide, il n'est pas forcément le même que celle des gigafactories.
Et donc, il y a aussi les procédés à inventer et bien sûr, dont le coût à diminuer, restera à diminuer. Bon, après, quand on adresse les marchés de la mobilité, le coût vient avec le volume. Euh, je vais peut-être pas rentrer là-dedans, mais c'est un slide qui explique que voilà, la plupart des conducteurs uniques sont pas stables. Juste l'exemple de la croissance d'Andritz. Donc en fait, ça c'est une publication où on voit transpercer le lithium métal au travers du séparateur. Et en fait, l'explication pour le fait qu'il y ait des dendrites qui apparaissent, c'est qu'en fait, quand on enlève du lithium, finalement, on crée des trous qui diminuent l'interface entre le lithium et le conducteur ionique. Et cette diminution d'interface, finalement, fait augmenter la densité de courant à l'interface et on voit la propagation de ces dendrites. Néanmoins, il y a quand même des choses qui sont très, très intéressantes. Alors là, c'est un exemple d'une batterie tout solide qui intègre des électrodes à base de silicium. Et vous voyez ici les capacités en fonction du nombre de cycles, ici, là, donc dans la courbe en noir. On voit que voilà, ils obtiennent à peu près 500 cycles avec moins de 80% de, de rétention de capacité. Alors, ce sont des toutes petites batteries. Voilà, il y a pas mal de choses aussi à détailler et aussi à upscaler pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait en France? Peut-être un petit mot juste avant de… en fait, en France, on est à fond sur les batteries tout solides, que ce soit sur la partie oxyde, sur la partie sulfure. Donc, on s'intéresse à la compacité, à la compaction de ces systèmes, aux stabilités, aux interfaces, c'est-à-dire aux réactivités électrochimiques, à la fabrication de prototypes, de petits prototypes de cellules tout solides. Alors, voilà, donc, on est avec des industriels autour de la mise à l'échelle de conducteurs ioniques voilà, vous voyez, à l'échelle de 100 kg. On obtient aussi, comme la publication de tout à l'heure, avec du lithium métal, des stabilités électrochimiques qui permettent de tenir 400 cycles sur une échelle. On est sur même pas 1 cm² d'électrode, donc voilà, il faut quand même relativiser. Et puis, on a également réussi à réaliser alors une batterie d'1 Ah, donc ça c'est l'activité qu'on mène ici, donc en fabriquant des films de séparateurs, d'électrodes positives, d'électronégatives à base de silicium. Et vous voyez ici la cellule, alors qui est très très moche, l'empilement de batteries, de stacks de batteries tout solides qui nous a permis d'obtenir 1 Ah. Alors vous voyez que c'est pas du tout réversible, mais voilà, c'est faisable. Mais il reste énormément de verrous à lever. Voilà, et puis c'est un peu la conclusion. Alors du coup, moi, je pourrais pas répondre après, donc je ne sais pas si on prend les questions avant, mais la conclusion, c'est que bon, c'est quand même très difficile de faire des batteries tout solides. Et en revanche, voilà, est-ce qu'on sera capable de les intégrer dans les années 2025? J'en suis pas encore convaincu compte tenu des verrous scientifiques et technologiques à résoudre. Mais c'est mon point de vue personnel. Très bien, parfait, Monsieur Morcrette. Effectivement, pour les questions, si des questions sont posées dans le chat, je vous les ferai parvenir par mail pour répondre aux intervenants. Et Et, encore merci beaucoup pour vous être rendu disponible aujourd'hui. Je vais donc passer à la partie suivante et demander à Monsieur Simonin du CEA de partager son écran pour introduire cette partie batterie sodium-ion. alors, Parfait, on voit bien, merci. Vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez?
Oui, Oui, c'est bon. c'est bon. Parfait. OK. Et là, en plein écran, c'est toujours bon? Oui, Très bien. Alors moi, je vais vous présenter donc la technologie des batteries sodium-ion. Donc voilà, j'ai préparé cette présentation avec Laurence Krogenek de l'ICMCB à Bordeaux. Donc je la remercie pour son aide et voilà, elle n'a pas pu être présente. C'est pour ça que je présente moi-même cette présentation. Voilà. Comme l'a dit Thierry, donc on est impliqué dans le projet HIPO-IBAT de France 2030. Et dans ce cadre-là, je vais présenter quelques petits, la partie sodium-ion de ce projet. Alors, la première chose, la question, c'est pourquoi le sodium-ion et est-ce que on doit se passer du lithium? Alors, le lithium, comme chacun le sait, c'est pas forcément un matériau, un élément rare. C'est par contre considéré comme un métal critique par l'Union européenne, notamment parce que ses ressources sont limitées et géographiquement et surtout la production, c'est-à-dire que 4 pays se partagent 95% de la production. Et conjugué à ça, la très forte demande de batteries lithium ont amené à des fluctuations vraiment grandes du coût du carbonate de lithium ces dernières années, comme on peut le voir sur le graphique à droite. Et si on en croit nos amis d'Avicenne, les cathodes, les matériaux de cathode à des coûts autour de 10 dollars le kilo reviennent à 5 dollars du kilowattheure et l'électrolyte à 40 centimes. Si on est ici autour de 70 dollars le kilo, comme ça a été le cas en 2022, on se retrouve avec des matériaux de cathode à 35 dollars le kilowattheure et des électrolytes autour de 3 dollars. Ça veut dire une augmentation, une fluctuation de 30 dollars du kilowattheure. Sur des cellules qui font à peu près de l'ordre de la centaine de dollars du kilowatt. Donc, est-ce qu'il faut se passer du lithium? Je ne saurais pas répondre à cette question. Par contre, ce à quoi je sais répondre, c'est que ça devient rentable à quelques conditions, évidemment. La première, c'est de trouver des cathodes performantes vis-à-vis du LFP. Hein. On se compare au LFP quand on parle de batterie bas coût. Des cathodes sans métaux critiques, parce qu'évidemment, on pourrait faire le même graphe que pour le lithium avec le cobalt, le nickel, etc. Donc, évidemment, on veut se passer de la plupart, enfin, de tous les métaux critiques si possible. Et puis, on veut aussi des anodes performantes et à bas coût, je l'expliquerai un petit peu plus tard. Alors, est-ce qu'on peut s'en passer du lithium? Et évidemment, donc, de tous les matériaux critiques. Donc ça, c'est un petit graphe que j'ai préparé. C'est l'abondance. Alors, on parle souvent de l'abondance dans la croûte terrestre, mais finalement, l'abondance des éléments, c'est aussi important dans l'eau de mer, dans la biomasse, dans l'atmosphère, puisque c'est à peu près dans ces 3 milieux qu'on extrait la plupart de nos ressources pour l'industrie. Et si on regarde dans ces 4 milieux, en fait, on a décidé que, alors, on ne parle pas de métaux critiques parce que, alors, ça fluctue, il y a de plus en plus de métaux considérés comme critiques, il y a des listes qui augmentent au fil des années. Nous, on s'est dit, ben, on va prendre des éléments qu'on va considérer comme abondants, c'est-à-dire supérieurs à 1000 ppm dans l'un au moins de ces milieux. Et en fait, il y en a 17. C'est ceux-là. Alors, une batterie lithium-ion, voilà à peu près le schéma classique de la batterie lithium-ion. On a tout un tas d'éléments utiles pour la batterie lithium-ion. On a le lithium, évidemment, qui va transférer les charges électriques. On va avoir des éléments électroactifs, notamment pour la cathode. Donc, pour la plupart, c'est des métaux de transition. Et puis, on va avoir des collecteurs courants, du cuivre à la négative et de l'aluminium à la positive. Du cuivre à la négative parce que le lithium va faire un alliage avec l'aluminium, donc on ne peut pas se passer de cuivre. Et puis, on a tout un tas d'autres éléments pour les anodes, les conducteurs, les additifs conducteurs, les liants, etc., etc. Si on remplace le lithium-ion par du sodium-ion, on va déjà automatiquement se passer de lithium, évidemment.
Donc, le transport de charge se fait par le sodium. Et puis, on va pouvoir aussi se passer du cuivre et on va remplacer donc à la négative par de l'aluminium parce que le sodium ne forme pas d'alliage avec l'aluminium, donc ne va pas détruire le collecteur de courant. Donc, ça fait déjà deux éléments critiques dont on peut se passer, hein, deux éléments non abondants, on va dire. Il nous en reste toutefois quelques-uns, notamment le cobalt, le nickel et le vanadium, on va y revenir, et puis également le fluor, bon, dont je ne vais pas trop parler ici. Je pense que c'est quand même un sujet qu'il va falloir dans l'avenir euh, réfléchir à remplacer, mais c'est vraiment sans doute le plus compliqué. Alors, voici un petit peu un, un panorama un petit peu global des différentes cathodes qui sont développées et qui ont été étudiées dans la littérature, et des anodes à droite. On a 4 grandes familles de cathodes. On va avoir ce qu'on appelle les polyanions, donc par exemple le LFP, donc à base de phosphate. Donc ça, c'est pour le lithium. On peut aussi développer des polyanions au sodium. Ils ont l'avantage d'avoir une tension assez élevée, une capacité un peu plus faible, mais du coup, qui leur confère quand même des densités d'énergie assez bonnes. Mais on va le voir, ils contiennent encore des éléments de transition. On a ensuite les oxydes lamellaires à l'opposé, donc eux, ils ont plutôt des capacités élevées et des tensions un peu plus basses, mais on peut aussi atteindre des densités d'énergie relativement élevées. Voilà, et ils contiennent généralement du nickel, enfin en tout cas des métaux de transition. Le cobalt, on arrive à peu près à s'en passer, mais on a toujours un peu de nickel. Et puis après, il y a deux autres familles un peu plus, je dirais, recherche, donc des choses qui sont un peu plus à l'état de recherche. Donc on a les bleus de Prusse qui présentent aussi des tensions assez élevées et des capacités raisonnablement élevées aussi. Par contre, on va avoir un problème de stabilité en cyclage. C'est aussi des matériaux qui vont être hydratés, donc ça entraîne des problèmes structuraux. Et puis, on a les matériaux organiques qui, eux, pour le coup, sont un petit peu le Graal, puisque ne possédant aucun métaux de transition, donc c'est vraiment 100% organique. Par contre, pour l'instant, ils souffrent d'une tension assez modeste et surtout, ils ne sont pas soliés, donc ça veut dire qu'ils vont être réduits. Donc, il va falloir les pré-solier. Voilà. Et puis côté anode, là, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Il y a un matériau qui se détache, une famille de matériaux qu'on appelle les carbones durs, donc hard carbone en anglais, qui ont une tension très basse et une capacité relativement élevée. Malheureusement, on ne peut pas utiliser le graphite comme on le fait pour le lithium parce qu'on n'a pas de capacité, la capacité très 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 faible. Voilà. Les seuls matériaux qui pourraient rivaliser en termes de densité d'énergie sont les alliages métalliques. Néanmoins, là, ça utilise des métaux qui sont pour la plupart rares, chers, et puis ils ont aussi des problèmes de cyclabilité et de tenue en puissance. Donc, à l'anode, on s'intéresse principalement au carbone. Alors ça, c'est un petit slide sur le marché des batteries sodium-ion qui est en train de vraiment se concrétiser, on va dire. Donc, historiquement, l'une des premières startups qui s'est montée donc, en 2011, donc il y a un peu plus de 10 ans, c'est Faradion, une startup anglaise, enfin britannique, et puis, donc, il s'intéresse, elle, à des matériaux de type oxyde lamellaire et qui annonce des densités d'énergie autour de 140 Wh par kilo. Puis, on a ensuite deux startups qui sont apparues un peu plus tard. Donc, il y a la startup chinoise qui s'appelle Aina, qui date de 2017. Qui utilisent des oxydes lamellaires également. Je ne mets pas la négative parce que tout le monde utilise des carbones durs pour l'instant. Voilà. Tiamat, donc Tiamat qui est la start-up française d'Amiens que connaît bien Mathieu,
et qui est issu d'une task force du RS2E dont a parlé Mathieu et qui utilise des polyanions et voilà, qui annonce des densités d'énergie un peu plus faibles, mais par contre des densités de puissance très élevées. Et puis, bien plus récemment, donc il y a 2 ans, CATL et BYD, encore plus récemment, donc des compagnies chinoises, des leaders mondiaux de la batterie, qui ont annoncé aussi la fabrication de batteries sodium-ion. CATL a commencé à communiquer avec les blancs de Prusse, blanc de Prusse, bleu de Prusse, donc les analogues au bleu de Prusse, et parle maintenant aussi d'oxyde lamellaire. BYD, on n'a pas beaucoup d'infos, voilà. Et pour vous montrer que c'est vraiment du concret, c'est que lors du dernier salon de l'auto à Shanghai, voilà, il y a eu des annonces qui ont été faites. Donc BYD, Haina, puis d'autres compagnies chinoises qui se mettent à faire. Donc tous, ils annoncent des batteries, des petites voitures citadines, on va dire, qui sont toutes en LFP, qui fonctionnent déjà au LFP, et ils annoncent du sodium-ion pour très très prochainement. Voilà. Donc le sodium-ion, c'est vraiment du concret, c'est du port TRL, et voilà. Et c'est très très mature. Voilà pour le marché. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail les différents matériaux qui existent, donc évidemment, comme on se compare au LFP, ben, on aimerait bien pouvoir faire le NFP, donc le NaFePO4. Malheureusement, la structure olivine, comme on la connaît pour le LFP, n'est pas possible, enfin, il n'est pas possible de la synthétiser directement. Lorsqu'on essaie de la synthétiser, on obtient cette structure-là, qui est une structure maricite et qui entraîne une très faible mobilité du sodium et donc absolument pas d'activité électrochimique. Donc, malheureusement, on ne peut pas faire une batterie NFP. Donc, on va essayer de trouver d'autres polyanions. Et les polyanions les plus intéressants jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle les nasicons de formule Na3, M2, PO4 3 fois, et son cousin qu'on appelle le NVPF, qui est un fluorophosphate. Voilà. Donc, oui, et donc le problème, c'est que si on met du fer dans ces matériaux, le fer se retrouve à l'état 3+, qui est l'état oxydé. On ne peut pas oxyder plus le fer que 3+, en tout cas pas dans ces structures-là. Et donc, on se retrouve avec un matériau à l'état oxydé, donc on ne va pas pouvoir charger. Donc, la seule solution, c'est de voir un élément de transition qui, à 3+, peut s'oxyder à un état plus élevé et qui pourra donc se retrouver en 3+, qui sera à l'état réduit. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le vanadium. Le vanadium qui est un élément critique. Voilà. Par contre, on obtient donc avec du vanadium, donc ça c'est le matériau qu'on appelle le NVP, donc de type nasicon. On obtient des capacités assez intéressantes, autour de 100 mAh par gramme, et une tension raisonnablement élevée, 3,4 volts, c'est à peu près la tension du LFP. Et puis, si on lui met du fluor, donc le fluor, il permet d'augmenter la tension de fonctionnement du matériau. Et donc, si on rajoute du fluor, on obtient ce qu'on appelle le NVPF, qui lui va avoir 2 plateaux de potentiel et avoir donc une tension de fonctionnement très élevée, autour de 3,9 volts, et des capacités autour de 120 à 130 mAh par gramme. Voilà. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits, je dirais, au début des années 2010. Et grâce à ces travaux-là, on a pu fabriquer une cellule 18650 en 2015 qui faisait 75 Wh par kilo, avec des tenues en puissance très très élevées et aussi une cyclabilité raisonnablement élevée, autour de 4000 cycles. Et donc, ce fait marquant a abouti à la création de la start-up Tiamat. Voilà pour les cathodes en polyanion. L'autre grande famille de matériaux, c'est les oxydes lamellaires. Donc,
c'est les oxydes, donc c'est vraiment la transposition des oxydes de type NMC, comme on les connaît dans les batteries au lithium, ou LiCeO2. Donc, oxyde lamellaire, parce qu'on va avoir donc des feuillets de métaux de transition, d'octaèdres de métaux de transition, avec donc à l'intérieur, entre les feuillets du lithium ou du sodium, voilà. Donc pour les oxydes lamellaires au lithium, on va avoir une structure qu'on appelle de type O3. Pourquoi O? Parce qu'on a du lithium, enfin l'alcalin est dans un site octaédrique. Dans le cas du sodium, on va avoir plusieurs structures possibles. On va avoir les structures de type O aussi, donc où le sodium se trouve dans les sites octaédriques. On va avoir aussi des structures qu'on appelle des structures de type P, P2, P3, bon, voilà. Où on va avoir, pourquoi P? Parce que le sodium se trouve dans les sites prismatiques. Bon, il faut juste garder ça en tête. L'idée, c'est que le problème, c'est que les matériaux de type O, on arrive à les synthétiser de façon stoichiométrique, donc on va pouvoir mettre vraiment un sodium par métal de transition, et ce qui va lui conférer une haute capacité mais une faible stabilité et une faible puissance. À l'inverse, on va avoir des structures de type P dont on ne sait pas faire de matériaux stoichiométriques avec un sodium. Donc on va plutôt au maximum avoir 2 tiers de sodium par métal de transition, donc une capacité plus modeste, par contre une forte tenue en puissance et une meilleure stabilité. Alors ça, c'est une courbe qui montre le NaCO2 de type T, et on voit que la tension moyenne est quand même bien plus faible que le LiCO2 donc, pour les batteries au lithium. Donc, on va avoir une capacité plus faible et une tension plus faible. Donc, évidemment, la densité d'énergie va en pâtir. La solution, c'est de substituer d'avoir des matériaux substitués, c'est-à-dire avec 2 métaux de transition différents. Donc ça, c'est une des premières solutions qui a été trouvée. On peut faire des types O et des types P également. On va avoir, donc l'idée, c'est qu'on va avoir des courbes beaucoup plus lisses avec moins de transition de phase, et puis des métaux abondants, donc du nickel, du manganèse. En tout cas, on va pouvoir se passer de cobalt, et puis on peut faire aussi des substitués fer-manganèse. Et on arrive à des densités d'énergie autour de 140-180 Wh par kilo, donc comparable à la technologie LFP. Malheureusement, les structures de type O donc, sont instables vis-à-vis de l'humidité de l'air. Et donc les structures de type P, comme je l'ai déjà dit, on peut pas arriver à une stoichiométrie Na1, et donc on va avoir un peu moins de capacité. Et surtout, oui, voilà. Et donc, à la limite, on pourrait récupérer toute la capacité, mais ça veut dire rajouter des sels sacrificiels. Enfin, voilà, donc ça rend les choses un petit peu plus complexes. Voilà pour les oxydes lamellaires. Récemment, on s'est intéressé à des substitués, mais avec quaternaire, avec 4 métaux de transition, 2 électroactifs et puis 2, donc du zinc et du titane notamment, qui ne sont pas actifs, donc, mais qui stabilisent la structure. Et on obtient des capacités intéressantes et des cyclabilités intéressantes aussi. Et on sait les faire en type O et en type P. Et l'idée aussi de tirer profit des 2 structures, donc à la fois pouvoir mettre Na de façon stoichiométrique, et à la fois avoir la stabilité des phases type P. L'idée, c'est de faire intercroître les 2 phases et avoir donc des matériaux biphasiques. Et c'est ce que a annoncé notamment la startup Faradion, qui présente donc, qui annonce l'utilisation de ce genre de matériaux biphasiques, notamment en collaboration avec le fabricant de matériaux Tocto. Voilà pour les oxydes lamellaires. Alors, la troisième catégorie de cathodes qui sont très intéressants, qui intéressent beaucoup
les chercheurs, et les industriels aussi, c'est les bleus de Prusse et leurs analogues. Donc la formule, c'est celle-ci, ce sont des ferrocianates de métaux de transition, principalement ça peut être donc un tas de métaux de transition. Souvent, ça va être soit du fer, soit du manganèse, mais on va voir qu'on peut aussi voir d'autres choses. Et ils ont une capacité assez importante et une tension aussi plutôt élevée. Donc, c'est quelque chose vraiment qui aussi est très compétitif vis-à-vis notamment du LFP. Et on peut les synthétiser sans aucun métaux critiques, donc avec uniquement du fer, voire parfois du manganèse aussi. Par contre, ils ont une chimie très complexe avec une interconnexion entre le taux de lacune et les molécules d'eau. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des matériaux hydratés. Et donc, à partir du moment où on a des molécules d'eau, on va avoir des changements structuraux, on va avoir aussi une interaction de l'eau avec l'électrolyte. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à résoudre, donc il y a pas mal de verrous encore sur ces technologies, mais c'est très prometteur. Et on l'a vu, certains industriels annoncent leur utilisation dans des data. Alors, il y a deux types de métaux de transition. Donc, soit on va émettre des métaux de transition qui sont inactifs. Dans ce cas-là, on va avoir une structure un peu plus stable, mais on va avoir très peu de capacité. On va avoir autour de 60 mAh par gramme. Ou alors, on va pouvoir mettre deux métaux actifs avec deux plateaux. Donc là, la plupart du temps, on va mettre du manganèse ou du fer et du manganèse. On peut mettre aussi du cobalt, mais bon, on peut éviter. Voilà. Et on peut aussi mettre deux atomes de fer. Et donc, on va avoir nos deux plateaux, ce qui permet des capacités allant jusqu'à 170 mAh par gramme avec une tension moyenne relativement élevée aussi. Et voilà, donc ça, c'est des résultats assez récents avec des bonnes performances à des températures variables aussi. Sur des matériaux fer-manganèse. Voilà. Et puis aussi des tests qui ont été faits en cellules complètes où on obtient donc des bonnes performances également. Voilà pour les bleus prusses. Alors passons aux anodes. Donc je vais surtout présenter le carbone dur, enfin les carbones durs. Donc qu'est-ce qu'on appelle déjà les carbones durs? Donc, je présente un petit peu les différents types de carbone en fonction donc, du taux d'oxygène du précurseur et de la température de pyrolyse. Donc, la plupart des carbones se font par pyrolyse d'un précurseur organique. Donc, si on a un faible taux d'oxygène, donc c'est le cas des hydrocarbures notamment, on va obtenir à faible température ce qu'on appelle un COP. Et si on utilise un précurseur avec beaucoup d'oxygène, on va obtenir ce qu'on appelle un char, donc en français un charbon, le charbon de bois typiquement, hein, c'est comme ça qu'on le synthétise. Si je chauffe un peu plus mon COP, je vais obtenir ce qu'on appelle un carbone tendre. Et ce carbone tendre, si je le chauffe encore plus, au-delà de 2000 degrés, c'est comme ça qu'on obtient un graphite. À l'inverse, donc si je prends un char et que je le pyrolyse à plus haute température, je vais obtenir ce qu'on appelle un carbone dur, donc le fameux carbone dur. Et donc carbone tendre, carbone dur sont des matériaux qui fonctionnent au sodium, mais les performances du carbone dur sont quand même bien meilleures. Le problème du carbone dur, c'est il a une température plus basse de pyrolyse que le graphite, donc on pourrait imaginer on va consommer moins d'énergie et que du coup, ça va coûter moins cher. Néanmoins, le rendement faible lié au fait qu'on utilise des précurseurs avec beaucoup d'oxygène font qu'on va avoir un coût de procédé assez important. Et donc, l'idée actuelle, c'est d'utiliser, donc on ne peut pas vraiment s'affranchir de ce faible rendement, donc on a besoin de précurseurs vraiment très, très, très bas coût. Et on s'intéresse beaucoup à la biomasse. Et encore, voilà, il faut trouver encore des biomasses vraiment pas chères. Voilà pour le carbone dur.
Alors, qu'est-ce que c'est la structure d'un carbone dur? Donc, c'est un carbone désordonné. Voilà à quoi ça ressemble quand on fait une diffraction des rayons X. Donc, c'est pas complètement amorphe. On a des bosses qui correspondent à la distance entre les feuillets de graphène. Donc, ça, c'est l'image qu'on peut se faire d'un carbone dur. Donc, ce sont des feuillets de graphène un peu froissés. Et le carbone tendre, à basse température, en DRX, on ne fait pas la distinction. C'est aussi du graphène froissé, mais on peut voir que l'alignement des plans de graphène est un peu meilleur. Si on chauffe, on va avoir donc un alignement des plans de graphène et on va avoir une microporosité qui va intervenir. C'est cette microporosité qui nous intéresse parce que c'est ce qui va permettre l'insertion du sodium à l'intérieur de ce carbone, Et on va avoir aussi des nanodomaines graphitisés. Et en DRX, on va juste avoir donc un décalage des plans, un décalage de la réflexion, de la distance entre les feuillets. Et si je chauffe un carbone tendre, on va avoir une graphitisation, donc on va finir par obtenir un graphite si on chauffe vraiment à très haute température. Et en DRX, on va avoir non seulement un décalage des plans, mais aussi un affinement parce qu'on va avoir une diffraction à plus longue distance. Et c'est pour ça que les carboniures, on appelle ça aussi des carbones non graphitisables. Alors, pourquoi je raconte tout ça? Donc ça, c'est ce qu'on peut voir aussi en microscopie électronique en transmission. On retrouve vraiment le schéma que je présente ici. Alors, pourquoi je raconte tout ça? Juste pour dire qu'en fonction de la température de pyrolyse, on va avoir des performances très, très différentes. Donc là, c'est une étude qui a été faite il y a quelques années où on voit la courbe électrochimique varier fortement en fonction de la température pyrolyse. Donc, on ne peut pas parler du carbone dur, mais d'une famille de matériaux, les carbones durs. Et suivant la température pyrolyse, mais aussi tout un tas d'autres paramètres, notamment la nature du précurseur, on va avoir des propriétés très différentes en termes d'électrochimie. Et donc, il faut vraiment partir de l'application et du cahier des charges pour vraiment choisir quel carbone dur on va utiliser. On va pouvoir l'adapter à de la puissance, à de l'énergie, etc., en fonction des paramètres de synthèse qu'on utilisera. Donc, on voit dans la courbe électrochimie, bon, je vais peut-être passer un petit peu, hein, mais on voit plusieurs régions et que la région de la courbe électrochimique dépendra de comment s'insèrent les ions sodium dans le carbone. La partie verte ici, on va insérer du sodium plutôt entre les plans de graphène. Et puis, dans la partie bleue, on va plutôt insérer dans la porosité. Bon, c'est encore des choses qui sont en débat dans la littérature d'ailleurs, mais grosso modo, voilà. Donc, et suivant où est-ce que je vais insérer mon sodium, je vais avoir des propriétés de puissance et de capacité très, très différentes. Voilà. Donc, le carbone, il y a encore pas mal de choses à étudier pour encore améliorer ses performances. Voilà. En conclusion, donc comme je l'ai dit, le sodium-ion, c'est une technologie mature. Il faut bien avoir ça en tête. Et surtout en Chine, comme je l'ai montré, c'est plus des effets d'annonce. Hein, c'est vraiment, enfin, voilà, d'ici quelques mois, on pourra sans doute acheter des voitures électriques à base de sodium-ion. Néanmoins, comme je l'ai dit, donc il reste quand même pas mal de verrous pour certains matériaux. Pour les cathodes, donc les matériaux les plus prometteurs sont les polyanions, les bleus prusses et les lamellaires. Et pour les polyanions, donc le souci, comme je l'ai dit, c'est surtout la présence de métaux critiques. Et la plupart des polyanions à base de fer sont à l'état oxydé et donc pose un problème. Ça pose problème pour pouvoir charger la batterie. Il faut avoir un ion à l'état réduit. Donc là, les recherches sont en partie là-dessus. Donc essayer de trouver des polyanions avec du fer ou avec en tout cas un métal non critique et à l'état réduit. Pour les bleus prusses, on a aussi,
enfin, c'est aussi des matériaux très prometteurs. Ils ont un problème quand même de stabilité en cyclage et d'évolution de la structure et aussi cette histoire d'hydratation qui pose problème. La toxicité aussi, elle est en question. On se pose la question. Alors, ils peuvent pas faire de cyanure d'hydrogène une fois synthétisé. Par contre, c'est lors de la fabrication du matériau qu'on utilise souvent des précurseurs qui peuvent faire du HCN, notamment le KCN, etc. Et puis Monsieur pour les Simonin, autres, juste, Oui, monsieur. on va peut-être arriver au bout de ouais, j'ai l'intervention. fini. Ouais, ouais. Et donc pour les lamellaires, on a aussi un certain nombre de verrous, notamment la présence de nickel et puis aussi la tension qui est relativement basse. Les organiques, on est encore loin du compte. Pour les anodes, on a donc le carbone dur qui est, je dirais, pour l'instant le champion. Mais il faut quand même résoudre ce problème de coût lié notamment au rendement faible de la synthèse. Voilà. Deux mots du projet HypoIBAT, Thierry l'a évoqué. Donc, nous, on est sur la partie High Power Sodium Ion. Ça, c'est le cahier des charges. Donc, on veut faire de la haute énergie, enfin, une énergie assez élevée avec des charges rapides. Donc, c'est quand même très ambitieux. Voilà les différentes choses qu'on va étudier. Donc, les polyanions sans métaux critiques, les oxydes lamellaires avec des croissances de P et de type P et de type O. Voilà, des électrolytes haute puissance, des carbones aussi, j'en ai pas parlé, ils ont des problèmes de densité, de masse volumique, donc on veut améliorer leur densité pour améliorer aussi la densité de l'énergie et la densité de puissance. Voilà. Et puis, dernière chose, donc du sodium-ion 100% français, ça existe sur le marché, donc je vous invite à vous rendre sur le site de Leroy Merlin. On peut acheter des tournevis. Alors, on ne fait pas encore des voitures, mais on fait des tournevis à base de batteries sodium fabriquées par Tiamat. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Parfait, merci Monsieur Simonin aussi d'avoir été disponible et pour la clarté de cette présentation qui clôture la partie état de l'art et qui ouvre des perspectives assez rapides de mise sur le marché de cette technologie, donc sodium-ion. Et je vous propose d'enchaîner directement avec notre dernière partie par Jean-François Cousseau de 161 sur l'axe d'amélioration des batteries existantes LFP-NMC et pour clôturer ce webinaire. À Bonjour toi, à Jean-François. tous. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez mon écran? Très Oui, bien, on voit parfait. l'écran. Très bien, très bien. Donc bonjour à tous, je suis Jean-François Cousseau. Je suis le dirigeant de 161. Nous sommes 161 est une société d'engineering qui est localisée à côté de Nantes, pas trop loin de Thierry. Et on est spécialisé dans le stockage d'énergie par batterie. On a pour mission d'accompagner nos clients dans la montée en TRL de leurs produits pour lesquels le stockage d'énergie représente principalement un verrou technologique. On contribue avec les fabricants automobiles à travailler sur la meilleure connaissance du lithium-ion et du fonctionnement. On aide une des gigafactories à accélérer son développement en testant des produits, leurs produits. Et aussi, on a des applications de développement batterie pour l'aéronautique, la défense, pour lequel il y a des niveaux d'exigence qui sont assez importants. On est constitué d'une équipe de 13 personnes, dont 2 docteurs, 6 ingénieurs et 2 doctorants qui sont dans nos locaux. Un qui travaille sur l'état de fonction pour une application qui se décharge à fort courant. On doit décharger la batterie en 5-6 minutes. On a développé un accumulateur pour ça qui fait 150 Wh par kilo et 5 kW par kilo. C'est juste un peu pour raisonner avec les chiffres qu'a donné Thierry tout à l'heure. Et puis, le deuxième doctorant travaille sur la charge rapide avec notamment l'IMN qui est juste à côté de chez nous. Et puis, on a 2 techniciens pour nous accompagner dans nos activités de test et de fabrication de prototypes. On a un agrément au type de CIR C2I. On fait des activités de recherche, mais c'est un autre niveau, c'est complémentaire de toutes les activités qui ont été présentées jusqu'à présent. Et puis, on est membre du pôle compétitivité S2E2 qui nous a invités aujourd'hui à participer à cette présentation. Et on fait aussi partie du réseau Atlampol Entreprise pour tout ce qui est innovation. Voilà.
J'ai 2 slides d'introduction qui sont un peu génériques, mais comme je ne savais pas quel public on allait avoir, donc je vais vite les passer. Les batteries, piles, accumulateurs, c'est quoi la différence? Une pile, c'est simple, c'est un dispositif électrochimique qui est primaire, qui est non rechargeable. C'est constitué d'une cathode, d'un séparateur et d'une anode. Et ça, vous en avez encore dans votre quotidien pour les télécommandes, par exemple. Voilà. Un accumulateur ou cellule en anglais, cell, c'est un dispositif électrochimique qui est secondaire, c'est-à-dire rechargeable. Il est constitué d'une électrode positive, de 2 séparateurs et d'une électrode négative. Et ça ressemble à un 18650, par exemple, qui est le format historique et encore le plus connu, qui est utilisé dans les trottinettes électriques, qui a été intégré dans les premières Tesla. On en retrouve encore un peu partout, c'est voilà, le format le plus utilisé. Une batterie, c'est quoi? C'est un point de rencontre technologique. D'abord, c'est une association de piles ou d'accumulateurs en série pour augmenter la tension de fonctionnement, atteindre des 400 volts, 600 volts ou 12 volts pour la majorité des applications, ou les mettre en parallèle pour augmenter le courant ou la puissance qui pourrait être délivrée. Ces piles-là, il faut les associer dans un système, ce qu'on appelle un système électrique, pour la distribution de puissance, pour la mesure, pour la protection contre les surcourants. Il faut mettre de la mécanique, un boîtier, s'assurer du maintien, de la compacité, de la robustesse pour les vibrations, le choc, les transports. Et puis aussi, et on en parle de plus en plus, il faut intégrer un système de gestion thermique, soit pour pouvoir réchauffer la batterie, soit pour pouvoir la refroidir, ou alors tout simplement pour contenir un événement redouté, style thermal runaway, on en parlera un peu plus loin tout à l'heure. Et enfin, celui qui est devenu incontournable depuis grâce au lithium-ion. Il n'y en avait pas dans les autres technologies de batterie, nickel-cadmium, nickel-métal-hydrure. C'est le BMS, Battery Management System, qui est là pour apporter de la sécurité entre guillemets, au système batterie, mais aussi pour apporter aux applications des informations sur l'état de fonction, l'état de santé, l'état de charge, limiter les courants suivant les cas d'usage. Vous avez entendu aussi, donc une batterie, ça ressemble à ça. C'est une boîte et c'est adapté aux applications au niveau forme en fonction des contraintes d'intégration. Vous avez tout à l'heure entendu parler de noms un peu barbares, LCO, NCA, etc., LFP, LTO, silicium. C'est quoi? Tout simplement, ce sont les noms des matériaux qui sont utilisés dans les accumulateurs et cellules lithium-ion, c'est ce qu'il y a dans les électrodes. Alors certains sont plus en lien avec les matériaux actifs utilisés dans l'électrode positive, comme le LCO, lithium cobalt oxyde, donc c'est un matériau historique avec du cobalt. Le NCA, nickel, cobalt, aluminium avec un mélange de nickel et de cobalt. Lui aussi, c'est un matériau historique. Il y a d'autres matériaux un peu moins connus et moins utilisés comme le LMO avec principalement du manganèse. Les NMC qui sont maintenant, qui saturent un peu le marché avec du nickel, du manganèse, du cobalt. Et tout à l'heure, vous avez entendu parler de NMC 111, 622, 811. C'est tout simplement des proportions de nickel, manganèse et cobalt qui varient en fonction des performances attendues, en termes de densité d'énergie, en termes de tension de charge, en termes de sécurité et aussi en termes de coût. Et enfin, le LFP, lithium fer phosphate, un matériau qui est très répandu aussi et dont on parlera tout à l'heure en point de comparaison. Donc ces matériaux, c'est tout simplement en fait des poudres qui sont mis en œuvre pour fabriquer les électrodes positives et qui vont rentrer dans la composition d'un accumulateur lithium. Les autres noms que je vais citer maintenant sont des matières actives qui sont utilisées à l'électronégative en alternative du graphique, comme le LTO, lithium titanate oxide, ou le silicium sous différentes formes. Voilà. Donc, quels sont les bénéfices et inconvénients de ces matériaux? On a vu tout à l'heure, on en a un peu parlé dans les autres présentations, on les compare en termes de performance, de puissance spécifique, d'énergie spécifique, on les compare en termes de durée de vie, de coût ou de risque qu'ils peuvent apporter. Et souvent, pour les comparer, on utilise
c'est ce que j'appelle des toiles d'araignée, et on regarde les zones qu'ils peuvent couvrir et on les compare ainsi. Maintenant, on va s'intéresser plus spécifiquement au NMC et au LFP et comparer un peu plus finement leurs caractéristiques au niveau de l'accumulateur. On a mis tout simplement tout ça dans un tableau. Si on regarde les performances, l'énergie spécifique et la puissance spécifique, de loin, c'est le NMC qui est le plus performant. C'est lui qui permet d'atteindre des 300 Wh par kilo, alors que le LFP a du mal à dépasser les 200 dans le meilleur des cas. Et puis même en puissance, quand on pousse la technologie NMC, on a des niveaux de puissance qui sont bien plus importants que ce qu'on peut en voir avec le LFP. En termes de durée de vie, ce qui est dit du LFP, c'est qu'il a une meilleure durée de vie que le NMC en termes de cyclage, calendaire ou floating. On ne partage pas au sein de OneSix1 tout à fait cette opinion-là parce que quand on sait bien utiliser le NMC, quand on sait bien le travailler et faire un design électrochimique, on peut atteindre des performances en cyclage et en calendaire qui peuvent aller au-delà du LFP. Tout dépend de la qualité du produit que vous voulez avoir. Si vous comparez du LFP utilisé pour le stockage d'énergie ou du NMC qui est utilisé pour des applications consommateurs électroniques pour lesquelles on n'attend que 300 cycles, bah oui, forcément, le NMC là, va démontrer des durées de vie beaucoup plus courtes. Mais dans l'automobile, le NMC a des durées de vie aussi longues que le LFP. En termes de gonflement, là, je parle plus du gonflement, des variations d'épaisseur, ce qu'on voit souvent quand on a des accumulateurs soit prismatiques, soit Potch. Il est peu existant sur les LFP, existe sur les NMC, mais il dépend des grades et aussi du design électrochimique qui est utilisé. En termes de comparaison, cette fois par rapport à la taille des accumulateurs, et là on a un regard plutôt sur les grands formats, le LFP semble beaucoup plus accessible pour pouvoir faire des grands formats, et notamment les blades, ces accumulateurs qui font 90 cm de long. Et on se pose la question sur une utilisation potentielle des NMC dans des formats de ce type. Bon, aujourd'hui, les Gigafactory et les constructeurs automobiles travaillent sur des accumulateurs à 350 ampères-heure en NMC dans des grands prismatiques, donc la taille, ils savent la maîtriser. En termes de risque et principalement d'événements redoutés, voilà, et c'est connu de tous, le LFP est beaucoup moins réactif que le NMC, ce qui lui donne un intérêt notable. En termes de coût, le LFP est moins cher en termes d'euros par kilowattheure que le NMC. Et par contre, en termes de recyclabilité, du fait que le NMC contient du nickel et du cobalt, mais il y a un intérêt il y a un intérêt pour ceux qui recyclent à utiliser ces matériaux parce qu'ils pourront en tirer un peu plus de valeur. Je vais passer maintenant à une comparaison plus sur, entre guillemets, le système batterie et avec un regard sur quelle est la conséquence du choix de la chimie sur le système batterie entre le LFP et le NMC. Si on regarde le processus de développement et de validation, utiliser du LFP, du NMC ne va pas changer le cycle en V que l'on va dérouler pour développer un système batterie, ne va pas changer les analyses de sécurité qu'on va devoir conduire et ne va pas changer non plus, avoir d'impact sur l'applicabilité des normes, soit pour l'automobile, soit pour le ferroviaire ou pour l'aéronautique. En ce qui concerne les exigences d'environnement, tout ce qui est tenue aux vibrations, au niveau pack batterie, il n'y a pas d'impact entre du NMC et du LFP. En termes de température, on pourrait voir un petit point négatif sur le LFP. En effet, cette technologie a une résistance interne un peu plus élevée que le LFP, donc peut-être nécessiterait, suivant les applications, de devoir le réchauffer un peu plus tôt que le NMC ou le refroidir, puisqu'il va générer un peu plus de chaleur. En termes de règles de conception, ce n'est pas parce qu'on utilise du NMC qui a une sécurité intrinsèque plus importante qu'on va dégrader les règles de conception vis-à-vis de l'isolement, l'isolation, de la protection fort courant, de la protection au court-circuit.
Par contre, au niveau des barrières thermiques, il est vrai que l'utilisation du LFP nous permet d'alléger les barrières thermiques et notamment pour la gestion de l'emballement thermique dont j'évoquerai tout à l'heure ces aspects. En termes de BMS, une batterie avec NMC ou LFP, ben, on aura le même BMS. Et pourtant, dans les débuts des années 2000, quand le LFP est sorti, l'argument, c'était de dire on aura du lithium-ion avec du LFP et on n'aura pas besoin d'utiliser de BMS pour la sécurité. Ben non, le BMS, il ne sert pas qu'à la sécurité, il sert aussi à gérer l'application, il sert aussi à équilibrer les accumulateurs, il sert aussi à donner de l'information à l'application sur l'état de fonction, limiter les courants, etc. Et on utilise le même type de BMS, que ce soit pour un accumulateur LFP ou NMC. Sur l'état de charge, vous le savez tous, le LFP présente un plateau, ce qui rend un peu plus compliqué, entre guillemets, la détermination de l'état de charge. Mais maintenant, les BMS sont suffisamment sophistiqués, les algorithmes sont bien connus, donc c'est quelque chose qu'on sait parfaitement maîtriser. En termes de coûts, on a fait une ségrégation plutôt sur des plages de tension de batteries. Bon, toutes les batteries 12, 24, 48 volts, quand il n'y a pas de contrainte de densité d'énergie, sont majoritairement en LFP parce qu'elles sont moins chères. Mais dès qu'on commence à augmenter la tension, comme le LFP a une tension nominale qui est beaucoup plus faible, enfin beaucoup plus faible, 3,2 volts, 3,3 volts contre 3,6, 3,7, voire maintenant 3,8 volts, eh ben, si on a un système batterie de 350 volts, il faudra mettre 15, 16 accumulateurs supplémentaires en LFP pour pouvoir rester dans la plage de tension d'utilisation de la batterie. Donc l'écart de coût qu'on pouvait avoir est diminué, et puis on part d'un système batterie pour lequel il y a un BMS, pour lequel il y a des composants électrotechniques pour gérer les courants, et tout ça rajoute de la valeur ajoutée au système batterie. Donc l'amélioration de la disponibilité, la fiabilité, de la sécurité des batteries ne repose pas que sur la chimie des accumulateurs, et utiliser du LFP qui a une sécurité intrinsèque n'enlèvera pas les barrières et les règles de conception qu'il faut de toutes les façons respecter. Et justement, oui, les règles de conception, le BMS et la qualité du développement et de la validation qui est faite sur ces packs batteries avant commercialisation sont des éléments clés. D'un point de vue sécurité, maintenant, et si on regarde plutôt la sensibilité à différents événements initiateurs qui vont, si ça se passe mal, amener un événement redouté. Si on regarde les courts-circuits externes, comme les clous, les écrasements, les chocs de manipulation, quels que soient les LFP et NMC, normalement, c'est le casing des batteries qui est là pour protéger les accumulateurs et éviter qu'on atteigne un thermal runaway. Donc, ça doit exister quels que soient les packs batteries, et du coup, pour nous, il n'y a pas trop de différence, même si on pourrait dire qu'on va limiter le casing parce que le LFP est un peu plus, moins réactif. Si on est par contre dans un cas de court-circuit mécanique externe, dans le but d'atteindre une situation abusive et dangereuse, là, le LFP, du fait de sa sécurité intrinsèque, va apporter toute cette sécurité, contrairement au NMC. Au niveau des courts-circuits électriques externes, les tests, c'est suivant les normes, mais dans les deux cas, il y a des fusibles, il y a des protections électroniques, électrotechniques qui sont là. Donc une batterie NMC LFP aura les mêmes protections, malgré le fait que le LFP apporte une sécurité intrinsèque un peu plus importante. Par contre, au niveau des courts-circuits électriques internes, donc qui se passent à l'intérieur de la batterie et qui peuvent conduire malheureusement à des emballements thermiques et pour lesquels il faut mettre des barrières thermiques pour limiter tout ça, le LFP apporte un plus indéniable parce qu'il permet d'alléger justement l'ajout de ces barrières thermiques qui permettent de contenir l'événement redouté. Donc, quand on parle de barrières thermiques, ça peut être des mousses, ça peut être de la distance, ça peut être les liquides
de refroidissement qui sont utilisés par certaines sociétés et développés par certaines sociétés en France, qui permettent de limiter justement la propagation thermique au sein du pack batterie. En ce qui concerne les surtempératures, donc là on parle plus de surtempérature externe, style feu de broussailles, mais en général la conception mécanique et thermique est identique sur les deux technologies. Par contre, si on est plus dans le cas de tunnels chauffants sur des températures beaucoup plus élevées et beaucoup plus longues, ben, le LFP, du fait de sa sécurité intrinsèque, va apporter un niveau de sécurité un peu plus important. Donc, la réactivité de la chimie, pour nous, qui conçoivent et développons des packs batteries, n'est qu'un facteur aggravant. Et nous estimons que le design du système batterie doit contenir les événements initiateurs, justement afin d'éviter l'occurrence des événements redoutés, style thermal runaway. Et la qualité et la technicité justement de la conception, de tout travail qui doit être fait en développement, peut amener les deux chimies au même niveau de sécurité, fort heureusement, avec un effort supplémentaire au niveau peut-être du coût du système de batterie à la fin. Je ne vois pas le titre. Donc, les axes d'amélioration sur le NMC, serait d'améliorer la sécurité intrinsèque quand on utilise du NMC, soit en travaillant sur le matériau. Je pense qu'il y a encore un effet de levier qui peut être fait sur ce matériau, en jouant sur la composition, en jouant sur le coating qui peut être mis sur les matières actives, ou au niveau des accumulateurs, avec les choix de composants comme l'électrolyte, les nouveaux types de séparateurs, et surtout un travail sur le design. Donc, l'avenir du NMC est encore beau. Il y a encore plein de promesses et beaucoup de travail et de perspectives pour améliorer la sécurité intrinsèque. Au niveau du pack batterie, là, il y a encore aussi beaucoup de travail à faire sur le développement et la validation de barrières, justement pour contenir l'emballement thermique et canaliser les gaz quand il se passe quelque chose. Des normes aéronautiques nous obligent à contenir l'emballement thermique au niveau d'un accumulateur, qu'il n'y ait pas propagation au pack batterie. Donc, canaliser les gaz au niveau de l'accumulateur, canaliser les gaz et l'emballement thermique au niveau d'un module ou aussi au sein d'un système batterie pour laisser le temps, par exemple, dans un véhicule, aux passagers de pouvoir évacuer si jamais il devait se passer quoi que ce soit. Et aussi, un axe d'amélioration sur le NMC, c'est de baisser le coût du matériau. Pour le LFP, le fait qu'il soit safe est un argument qui le positionne sur beaucoup d'applications comme le stockage d'énergie, par exemple, pour les ESS. Mais augmenter la plage de tension lui permettrait d'avoir moins la contrainte de mettre plus d'accumulateurs en série à isotension par rapport à NMC. D'augmenter la densité d'énergie permettrait aussi qu'il soit mieux positionné par rapport à la technologie NMC. Et puis, améliorer son attractivité pour la recyclabilité serait aussi une bonne idée, mais nous n'avons pas à notre niveau d'idées à proposer sur cet aspect-là. En termes de conclusion, au niveau du choix de la chimie, le NMC est indispensable et incontournable pour les applications qui ont besoin d'une densité d'énergie importante ou d'une énergie spécifique, ou alors d'un besoin de puissance ou de puissance spécifique. Il n'y a pas mieux que le NMC aujourd'hui. D'autres technologies vont arriver avec le sodium-ion, etc. Mais aujourd'hui, le NMC est imbattable sur ces deux points de notre point de vue. Le LFP, lui, il a sa place et il est incontournable dès qu'il y a un risque majeur de choc, de mécanique et de perforation du fait de sa sécurité intrinsèque. Si vous voulez être tranquille, vous prenez du LFP, pardon, et aussi lorsqu'il y a des contraintes économiques. Au niveau du système batterie, aujourd'hui, on estime que le contenu normatif existant, il est suffisamment riche pour disposer de systèmes batterie sécurisés. Je dis ça, mais pourtant, il y a toujours des accidents, il y a toujours des incidents, mais le contenu normatif nous permet de très bien guider les développements.
Et justement, ce qui est important, c'est d'accentuer tous les efforts vis-à-vis des procédés de développement, vis-à-vis des procédés de validation, pour disposer, quand on commercialise un produit, quand on le met sur le marché, de produits de qualité qui sont robustes vis-à-vis des utilisations diverses, et notamment un cas abusif qui pourrait amener à un emballement thermique. Enfin, voilà, c'était tout pour ma présentation. J'ai essayé de rattraper le temps, mais ce n'était pas évident. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Cousseau. Vous avez rattrapé le temps. On a un petit peu de retard. Il est 11h10. Du coup, je ne sais pas si je vous propose dans un premier temps de répondre au sondage qu'on va lancer sur ce webinaire, hein. Je vous laisse répondre aux questions qu'on vous pose. Si jamais il y a une question par rapport aux différentes interventions, on peut en prendre une, voire maximum deux, pour pas trop prendre de retard dans le planning. Euh, Sinon, le temps que je vous laisse passer vos questions, on peut peut-être mettre en avant, Guillaume, voilà, le webinaire qu'on va organiser dans quelques semaines, à peu près dans la même veine. Le pôle ID for Mobility et S22 continue un petit peu à travailler le sujet de l'énergie et de la mobilité. Donc, on a un prochain webinaire qui est organisé le 19 octobre à 11h sur les réseaux intelligents de demain. Donc, vous trouvez toutes les informations nécessaires sur nos sites et nos réseaux. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions? Alors, je ne vois pas trop de questions en live là. Pierre, Oui, ouais, j'avais juste une petite remarque. oui. On a essayé, je pense, tous les quatre, de coller à des choses qui sont, comment dire, sur des volumes de batterie importants, enfin sur le mainstream quand même. Mais je veux dire qu'on est aussi là pour répondre à des besoins particuliers et on en a de plus en plus. C'est-à-dire que il y a des entreprises, petites, moyennes ou grandes, qui peuvent avoir des besoins spécifiques pour une application donnée. Et ça, enfin, on fait de l'accompagnement aussi là-dessus. Voilà. D'accord. Bah, c'est très bien de préciser. Ouais. Mm. C'est quelque chose qui est, enfin, nous on le voit hein, au niveau que ce soit l'IMN ou capacité, on reçoit effectivement de plus en plus de demandes où finalement, là, il faut faire appel un peu plus à des choses qui ne sont pas dans le mainstream et qui permettent finalement d'adresser les problématiques d'un point de vue technologique. Je ne parle pas d'un point de vue scientifique, hein, je parle bien d'un point de vue technologique. Voilà. Alors, moi, il y a une question qui est arrivée dans le chat là. Et donc qui est la suivante. Est-ce qu'on peut avoir la densité de puissance en chiffres pour les deux technologies? Parce que les recherches que j'ai faites et les spider-charts que j'ai vus, le LFP était beaucoup plus puissant que ceux de côté-là. Alors, Alors, je pourrais adresser des comparaisons qu'on a fait au niveau accumulateur chez 161, où à isoformat, on a comparé le LMC, le LCO et le LFP, et sans commune mesure, le LFP est beaucoup moins puissant que le NMC. Mais par contre, ce n'est pas des technologies, comme le disait Thierry, ce n'est pas des technologies existantes. Nous, on est là pour pousser les technologies existantes par rapport à des besoins. Donc, on a développé un accumulateur qui fait du 40C en continu et 80C en pulse, par exemple. Donc, mais je pourrais adresser des résultats chiffrés à cette personne si vous me communiquez ces coordonnées. d'accord. Bah, écoutez, je ne vois pas d'autres questions dans l'immédiat. Mais juste, Thierry a raison, hein, le lithium-ion aujourd'hui, les applications du lithium-ion, c'est du grand public, c'est la téléphonie, c'est les scooters, c'est les trottinettes. Mais la plupart des applications n'ont pas les mêmes contraintes, n'ont pas les mêmes exigences que ces applications qui sont grand public. Donc oui, il y a moyen de pousser ces technologies et de les amener vers des performances qui peuvent être attendues en dehors du spectre habituel, que ça peut être la température, ça peut être le froid, ça peut être les choses comme ça. Donc, il y a des grands fabricants, mais il y a beaucoup d'utilisations qui sont du consumer électronique, et il y a beaucoup d'applications qui sont en dehors de ce spectre-là. Donc, il y a des acteurs français pour pouvoir traiter tout ça, ou apporter des réponses.
Parfait. Mais écoutez, je vous remercie pour vos réponses. Moi, il me reste à remercier chaleureusement tous les intervenants hein, qui ont dédié un peu de temps pour vous présenter ces technologies et ces des nouvelles générations de batteries. À remercier aussi Guillaume qui doit être là et qui a été coordonné Oui, ce webinaire avec moi et qui a été de très bons conseils et d'une bonne aide. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et si jamais vous avez des questions ou vous souhaitez avoir des compléments d'information, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci à Merci tous. beaucoup. Bonne journée. Merci. merci à Merci. tous. Au Au revoir. Bonne revoir. journée, au 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 revoir. revoir. revoir, bonne journée. Guillaume, tu restes une seconde après? De quoi? Tu restes une seconde après ou pas? Ou tu, Ouais, ouais, ouais. ouais. Tu veux que je t'envoie un lien Teams pour qu'on discute? Je sais pas si certaines personnes. Ouais, Ouais. bon, on va faire ça comme ça. Allez, à tout à l'heure. À tout de suite. À tout de suite.